Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette autre édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine sur Equinox Télévision. Cette semaine, la mission 2 du Premier ministre dans la région du Nord-Ouest a particulièrement intéressé les tabloïds sur le plan local. Une mission que plusieurs journaux avaient qualifiée comme étant celle de la dernière chance. Le chef du gouvernement a en effet séjourné dans cette partie du pays pendant près de 5 jours avec la lourde charge de ramener la sérénité dans cette région, mais surtout réussir à convaincre les acteurs sociaux et les forces vives de l'intérêt de parvenir à une reprise effective des cours dans la région du Nord-Ouest. Que dire de cette mission de Philémon-Yon que certains journaux avancent déjà comme étant un autre cuisant échec? Nous poserons la question tout à l'heure à nos panélistes, mais également l'on reviendra sur les solutions ou peut-être des propositions pour finalement sortir de cette crise qui paralyse la région du Nord-Est depuis bientôt plusieurs mois. Dans la presse cette semaine également, cet accident ferroviaire survenu à Yaoundé au quartier Eligui-Sono, c'était le 9 mars dernier. Un train de chantier roulant à vive allure qui a percuté plusieurs personnes et qui a fait donc au moins 3 morts. Le sujet intéresse également les journaux cette semaine, d'autant plus que les Camerounais attendent depuis plusieurs mois déjà ces résultats d'une enquête ferroviaire, l'enquête ferroviaire donc sur l'accident d'Ezeka, où sont donc passées toutes ces mesures et décisions qui devaient émaner de ce rapport qui devait être remis au président de la République. Plusieurs tabloïds estiment à cet effet que l'accident d'Eligui-Joa aurait pu être évité si l'on avait eu ces résultats. Et pour sortir donc de cette émission, nous dirons en quelques mots des précisions donc, alors nous dirons un mot sur ces principaux enjeux de la rentrée parlementaire annoncée pour demain, lundi 13 mars. Une session de mars qui, rappelons-le tout de même, est traditionnellement consacrée au renouvellement des bureaux dans les 2 chambres. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour le menu de droit de réponse de ce jour. Mais vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour Albertine, bonjour à tous les panélistes. Un dimanche qui s'annonce certainement beau pour vous, on le voit à travers votre habillement. Alors, 2 sujets principaux que nous avons à l'ordre du jour ce dimanche, et puis un mot, je le disais, sur ces enjeux de la rentrée parlementaire. Très bien. Alors, comme vous le savez, voyez-vous, la presse n'est pas restée les mêmes mortes cette semaine qui s'achève. La presse s'est battue pour pouvoir édifier ses lecteurs, parlant notamment de la tournée du Premier ministre dans le Nord-Ouest, la nouvelle expression qui a assisté à la première rencontre entre Philémon-Yon et les responsables des syndicats, des enseignants et autres acteurs du secteur parlait déjà du premier couac, selon le journal, celui qui avait donc pour obligation de faire reprendre les cours dans les régions anglophones du pays à l'occasion donc de la mission qualifiée de chance, n'a pas servi, n'a pas réussi. Donc le dialogue entre les différentes parties n'a pas abouti à la reprise des cours le jour d'après dans le Nord-Ouest, tel que souhaité donc par le Premier ministre, précise le rédacteur de l'article. Pour Info Matin, le soldat Yang, envoyé par le chef de l'État pour reconquérir, ou tout au moins rencontrer ses frères et apporter un début de solution, a échoué. Dès la première étape de sa mission, le quotidien fait constater que les responsables des syndicats ont d'ailleurs demandé au Premier ministre de faire venir toutes les têtes pensantes de leur corporation, gardées dans les cellules et mêmes prisons de Yaoundé pour une bonne négociation. Toute chose qui a mis donc en larmes le Premier ministre, précise la météo. La météo, le bi-hebdomadaire dans ses colonnes, rappelait déjà que Philémon-Yon a obligation donc cette fois de catalyser le retour à la normale dans les régions anglophones. Selon les indiscrétions de la météo, le chef du gouvernement s'est donc plié en 4 pour demander pardon à ses propres frères. Et propose également de ne plus recommencer ou encore de ne plus laisser pourrir les affaires, comme c'est le cas avec la crise anglophone en ce moment. La nouvelle expression dans l'une de ses parutions également cette semaine a rappelé que malgré tout ça, le pouvoir de Yaoundé résiste toujours aux pressions. Le gouvernement refuse jusqu'ici de donner suite aux propositions que des personnalités, y compris celles du RDPC et même de la société civile, font unanimement pour la sortie de cette crise anglophone. Voilà, du moins, alors, pour le reporter, ils ont foncé, ils continuent de foncer plutôt la tête baissée, sans vérifier tout ce qui peut avoir comme impact. Le quotidien Info Matin fait savoir qu'au-delà donc du bal des hypocrites, Philémon-Yon est rentré bredouille de sa mission dans le Nord-Ouest. Le Premier ministre n'a pas pu remplir le cahier des charges à lui confié par le chef de l'État. La nouvelle expression qui parlait même déjà de la rentrée parlementaire souligne qu'après les
l'échec des Yang sur le terrain. Le sujet sera donc en priorité sur la table des députés et même des sénateurs au cours de la session parlementaire qui s'ouvre la semaine prochaine. Voilà du moins ce que la presse a pu concocter concernant la mission du Premier ministre dans le Nord-Ouest. Après la mission du Premier ministre, nous parlons donc de cet autre accident survenu au quartier Likjo à Yaoundé, un accident qui a fait plusieurs morts, un accident ferroviaire, il faut le rappeler. Voyez-vous, Albertine, la presse a encore fait des morts. C'est du moins quelques titres parus dans la presse cette semaine. La Nouvelle Expression fait savoir qu'une locomotive qui refoulait donc ses wagons aux environs de 19h au lieu-dit Likjoa, c'est à Yaoundé, n'a rien fait, rien prévu contrairement donc à la réglementation pour alerter les usagers se retrouvant donc sur la voie ferrée. Et du coup, il y a eu des morts et des blessés graves, selon bien entendu la Nouvelle Expression, au-delà des mouches qui indiquaient les traces du sang. Le reporter a pu constater qu'il y a aucune mesure donc de sécurité qui est mise en place pour éviter de tels drames dans les quartiers qui sont traversés par le chemin de fer. Le messager a simplement rappelé qu'il y a eu des morts ou des personnes tuées par le train. À Yaoundé, le reporter ajoute que 6 personnes ont été broyées par le train dans un quartier populeux de Yaoundé, alors que les femmes étaient donc en fête. Et pendant ce moment-là, la presse bagarrait sur le nombre de morts déjà sur le carreau. Le journal Info Matin a simplement mentionné que le train a tué 2 personnes et fait des blessés graves au cours de cet accident. Donc tout cela a créé une bagarre, une guerre des chiffres que l'on a pu constater également dans la presse. Donc c'est un autre accident qui survient. On parle bien entendu du 4e en l'espace de 4 mois seulement. Voilà donc pour la revue de presse et nous dirons un mot, Flavien, sur ces enjeux de la rentrée parlementaire. C'est prévu pour demain lundi. Oui, on a compris avec notamment la presse qui signale qu'il va avoir, en tout cas parmi les sujets qui vont meubler la rencontre des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat, on va beaucoup plus parler de cette crise anglophone qui est donc un véritable sujet. Depuis plusieurs mois, on n'arrive pas toujours à trouver des solutions à ces différentes revendications. C'est en tout cas les prévisions de la presse cette semaine. Merci à vous, Flavien, pour cette revue. À présent, je m'en vais vous dévoiler donc le panel qui nous accompagne pour cette émission. Nous avons avec nous ce dimanche Monsieur Jacques Bimaille. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci Albertine. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et j'espère qu'on aura un débat constructif pour l'intérêt de notre pays. Je rappelle donc que vous êtes opérateur économique, vous êtes manager, mais surtout vous avez dirigé pendant près de 15 ans, un peu plus d'ailleurs, la Citrafer, la Société industrielle des travaux ferroviaires. Vous êtes membre du comité central du RDPC. Oui, exact. Mais je viens également ici, surtout comme expert. Vous savez, j'ai vécu 15 ans en Allemagne fédéral et je fais ma thèse sur, je fais l'aménagement du territoire. Je fais ma thèse sur l'organisation étatique au Cameroun et principalement sur la décentralisation. Exact. On aura l'occasion d'en parler donc tout au long de cette émission. Merci en tout cas d'être venu. Autre invité ce dimanche, Dr Hilaire Kamga. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les citoyens qui nous regardent et surtout à tous ces orangistes et autres Camerounais qui attendent l'alternance au Cameroun et qui ont assurance que ça arrive. Vous êtes juriste, vous êtes porte-parole de la plateforme La Société Civile pour la Démocratie. Vous êtes également secrétaire général de l'OFORANGE. Mandataire de l'OFORANGE. Exactement. Exactement. Et puis c'est un plaisir d'être là à ces différents titres parce qu'on va éclairer sur le droit et éventuellement sur la posture de la société civile d'une certaine manière. Et sur la question ferroviaire à laquelle je ne suis pas un expert, mais j'ai une expertise avérée sur les relations bolloriennes, entre guillemets, si on peut parler en ces termes-là. Et donc, je profite pour ce dimanche pour transmettre très très vivement les vœux de bon rétablissement à Abraham Lincoln Kamga, actuellement hospitalisé. Vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus sur ces rapports bolloriens, comme vous l'avez dit. Célestin Jamel est notre invité ce dimanche. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Albertine, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau et j'espère moi aussi avec les autres que le débat sera à la hauteur. Vous êtes un homme politique, vous êtes conseiller municipal SIF dans la commune d'arrondissement de Douala-1er. Tout à fait. Il est avec nous, notre consultant. Bonjour Edmond et bienvenue une fois encore sur le plateau. Bonjour Albertine, bon dimanche et je salue tous les panélistes ici présents ainsi que les téléspectateurs. Edmond Kamga qui est donc consultant pour Droit de Réponse, journaliste qui est donc responsable du desk politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. C'est le cas.
Nous allons donc commencer directement avec les débats de ce jour. Et ce premier sujet, je parlais de cette mission de Philémon Yon dans la région du Nord-Ouest. Le Premier ministre a donc effectué la semaine qui s'achève une tournée dans cette région-là. C'est la deuxième du genre depuis le début de la crise dans cette région. Sauf que cette fois-ci, le Premier ministre ne s'est pas limité dans la ville de Bamenda. Il a en effet parcouru les 7 départements de cette région. Objectif, nous l'avons dit, entre autres, ramener donc la sérénité dans cette partie du pays, mais surtout parvenir à une reprise effective des cours dans la région du Nord-Ouest. Edmond Kamga, la presse avait annoncé cette mission comme étant la mission de la dernière chance et certains ont voulu poursuivre en indiquant que Philémon n'avait peut-être pas tous les arguments pour convaincre dans cette partie du pays. Quel est le regard que vous portez sur la façon dont la presse a traité ce sujet cette semaine, cette tournée du Premier ministre dans la région du Nord-Ouest? Effectivement, la presse, lorsqu'elle a parlé d'une mission de la dernière chance et évoqué l'éventualité d'un échec prévisible de la mission du Premier ministre, elle ne s'est pas trompée du tout. Parce que visiblement, lorsque l'on regarde le but ou les finalités, en tout cas les objectifs à atteindre, on se rend bien compte que ces objectifs-là, essentiellement, n'ont pas été atteints. Si tant est que la reprise des cours est essentielle dans la mission qui lui a été confiée. Il y a également un autre aspect qu'il faut évoquer, pour dire, j'allais dire, dans le sens de montrer que le Premier ministre, chef du gouvernement, était vraiment dans une position difficile lorsqu'il allait sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la seconde mission qu'il a menée sur le terrain. La toute première, on le sait, on sait comment ça s'est passé. La deuxième, à vrai dire, je n'aurais pas aimé être à sa place, parce que la première fois, il a échoué. C'était un camouflet, c'était une humiliation. Et beaucoup s'attendaient à ce qu'il rende le tablier. Malheureusement, ce n'est pas une tradition assez forte au Cameroun pour les ministres ou premiers ministres de rendre leur tablier. Cette fois-ci, je sais que le Premier ministre, chef du gouvernement, connaît quelle est sa position, quelle est la position du chef de l'État en ce qui concerne son maintien ou pas à la tête du gouvernement. En réalité, son sort est scellé. Donc, il faut voir dans cette mission, non pas finalement la réalisation, c'est-à-dire que le fait que l'école reprenne véritablement, mais un échange direct avec les parties prenantes, c'est-à-dire une partie des parties prenantes, c'est-à-dire les populations elles-mêmes, les parents d'élèves. Parce que dans le premier cas, il s'agissait davantage de discuter avec les leaders qui, il faut le dire, ont été incarcérés pour la plupart. Ce qui signifie qu'en réalité, aujourd'hui, l'État n'a plus des interlocuteurs légitimes pour pouvoir discuter effectivement et atteindre les objectifs escomptés. C'est dire qu'en réalité, au finish, le président de la République ayant dans son dernier discours utilisé un terme de fermeté face à la situation et non pas un terme d'apaisement, il est très difficile de s'attendre à ce que la plupart des objectifs assignés au Premier ministre soient atteints. Célestin Djamène, justement, pourquoi est-ce que vous comprenez, vous, le choix du Premier ministre encore pour aller dans la région du Nord-Ouest en tant que médiateur pour essayer de décrisper la situation et parvenir à une reprise des cours? Le Premier ministre, on l'a rappelé, qui avait déjà échoué sur ce même terrain. Qu'est-ce qui a pu motiver ce choix-là encore de ce personnage-là pour une telle mission? D'abord, contrairement à Edmond, je crois que, si je m'en tiens en tout cas à vos confrères repères, c'est la 3e mission de M. Philémon Yon dans la région du Nord-Ouest. Et je dois dire qu'il est assez mystérieux de comprendre qu'un chef d'État, doté de toutes ses capacités, tous ses sens, puisse envoyer pour la 3e fois consécutive un loser dans une opération dont il sait par avance qu'elle devrait échouer. Pourquoi? Parce que d'une part, les positions se sont endurcies parmi les revendicateurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et les revendications se sont étendues. Et je me demande pourquoi, quelle est la nécessité qu'a trouvé le chef de l'État d'envoyer le même homme qui a été rejeté pratiquement, déjà la première fois, dans la même région pour pratiquement la même mission. Quand on dit faciliter la reprise des cours, je veux bien, mais aujourd'hui, le fait est de constater que dans la région Nord-Ouest, très peu de parents d'élèves sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est une évidence. Par ailleurs, quand on dit ramener la paix, ça ne veut rien dire. On ne peut pas ramener la paix dans l'injustice. Il faut d'abord la justice avant de penser à ramener la paix. Donc, je ne comprends pas le comportement du chef de l'État d'envoyer dans cette région le Premier ministre. Par ailleurs, je constate que les revendications du SDF, à savoir la libération inconditionnelle des leaders
emprisonnés de manière arbitraire, déportés à Yaoundé, sans fondement. Ils n'ont commis aucun crime, aucun délit. Deuxièmement, la démilitarisation de la zone anglophone. Il n'y a pas de raison. Le Cameroun n'est pas en état de siège. Troisièmement, il y a la coupure d'Internet. On ne peut pas dire d'un côté qu'on est dans un état de droit et en même temps enlever à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest cet élément basique des droits de l'homme. C'est absolument inacceptable. Donc, je considère que la faute n'est pas tellement sur M. le Premier ministre, c'est d'abord sur le commanditaire, qui est le chef de l'État. Donc, je crois qu'il faut d'abord, comme je l'ai rappelé tantôt, d'abord libérer tous les membres du consortium. Et je note également une chose qui me semble assez frappante. Si le Premier ministre avait été du Sud-Ouest, l'aurait-il envoyé dans le Nord-Ouest? Il y a une politique ethnique dans ce pays qui est imposée par le président de la République. Puisque c'est un fils du Nord-Ouest, il croit que la République, pour la résolution de ces problèmes, doit envoyer forcément un fils du Nord-Ouest. Ça n'a aucun sens. J'imagine que si M. Inoni ou M. Mafani Moussonga était resté Premier ministre, il n'aurait pas été envoyé par M. le Président de la République. Donc, il y a une espèce d'ethnicisation de la vie politique camerounaise, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, qui date de très longtemps, qu'il faut dénoncer vivement avec vigueur. Ce sera la même question pour vous, Jacques Mimaï. Pourquoi le gouvernement a pensé que cette fois-ci, peut-être des éléments étaient réunis pour une réussite, une telle mission? Pourquoi avoir envoyé Philémon Yon une fois encore dans cette région du Nord-Ouest où il avait échoué une fois déjà? Ce que je voudrais dire, le chef du gouvernement est parti au Nord-Ouest. Je refuse de vouloir considérer la crise anglophone comme un problème des anglophones, qui ne peut que trouver des solutions avec des anglophones. Je vous rappelle, en 90, on a connu une crise. C'était une crise quoi? Anglophone, francophone? En 2008, il y a eu les événements de la crise de la faim. À partir de Douala. C'était quoi? C'était les francophones? Les anglophones? Non. Ce que je voudrais dire, ce que je pense, nous avons, c'est tout à fait normal, une société qui évolue, qui connaît aussi ses problèmes. Et en tant que politique, nous devons tout faire et d'une manière froide, régler ces problèmes. Le chef de gouvernement, pour moi je dis bien, le chef de gouvernement, Philémon Yon, il est parti en tant que chef de gouvernement. Et je ne peux pas penser que tout simplement la visite du Premier ministre dans cette partie du pays devait régler tous les problèmes. Nous avons des problèmes de fond dans notre pays. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Ce que moi je pense, c'est un problème aujourd'hui qui est posé, un problème d'organisation au niveau de l'État pour régler les problèmes des Camerounais. Parce que nous avons des Camerounais qui sont en train de pleurer. Laissons, je dis bien, ça fait depuis un certain temps. Nous avons pensé trouver des solutions en 1996. On se rend compte que les problèmes sont toujours là. Excusez-moi, n'essayons pas d'incriminer aujourd'hui le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que pour on connaît des problèmes. Le Cameroun, on connaît bien des problèmes dans les autres régions. Dans les régions de l'extrême nord. Sauf que là, dans les régions du littoral, un peu partout. Nous parlons de la région du Nord-Ouest, précisément. Oui, discutons, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est un problème politique, même si ça concerne des citoyens camerounais. Et il faut qu'on trouve une solution sur le plan national. C'est un problème pour moi, par exemple. Il ne faut pas essayer maintenant comme j'entends, oui, le Premier ministre, c'est un loser. Non, le chef du gouvernement. C'est une situation qui est délicate. C'est une situation qui est délicate. Et je pense qu'il ne revient pas, ce n'est pas de la responsabilité seule du chef du gouvernement de trouver des solutions à ces problèmes. Je dis bien nous en tant que Camerounais, l'heure est là maintenant. Je vais citer, j'ai lu un article de Penda Ekoka du cabinet civil qui est conseiller du cabinet civil. Il a dit des choses qui pour moi sont assez pertinentes. Vous savez, nous sommes là en tant que politique pour régler des problèmes et non pas pour essayer de cataloguer des autres, d'indexer les autres. Il y a une situation aujourd'hui
où on a des difficultés, certains compatriotes nous posent des problèmes, nous devons tout faire pour apporter des solutions politiques à ces problèmes. Imer Kamga, est-ce que vous pensez justement que le problème n'est pas tant la qualité de la personne qui est allée dans la région du Nord-Est cette fois-ci, mais que quelle que soit la personne qui était allée là-bas, il fallait de bons arguments pour convaincre cette personne. Le problème, ce n'est pas le chef du gouvernement, mais peut-être les arguments que donne le gouvernement aujourd'hui pour résoudre ce problème. D'abord, merci. Il faut qu'on s'accorde. Je me rends compte que l'un des premiers problèmes, c'est justement l'incapacité du parti au pouvoir et donc de son gouvernement à avoir une compréhension holistique du problème. Et donc, lorsqu'on écoute le citoyen et le grand frère Gerbima, ici membre du comité central développé, on a compris que lui, il appartient à une tendance qui a compris la dimension essentiellement politique du problème posé. C'est ce qu'il vient de nous rappeler. Et c'est ce que le RDPC aurait dû comprendre depuis, s'il refuse de comprendre. Et lorsqu'on a compris que c'est un problème essentiellement politique, la réponse est politique et non sur d'autres choses. Alors, le refus de la réponse politique, ça veut dire tout simplement qu'on fuit le problème. Et la réponse politique, le problème politique posé, c'est quoi? La forme de l'État. C'est-à-dire que nos frères anglophones, il ne faut pas emballer, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont dans une logique de fédéralisme ou autre, ça c'est un autre débat. Nos frères anglophones, c'est-à-dire vivant dans les régions anglophones, sur la base de leur vécu sur les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, ont compris que la forme actuelle d'organisation de l'État est une forme qui est tributaire d'une duperie grave. Par conséquent, ils remettent sur la table le problème du fédéralisme, c'est de ça qu'il est question. Et ce problème du fédéralisme est essentiellement politique. Et nous allons tout à l'heure aborder du point de vue juridique ces éléments, les éléments de non-négation qui ne fondent pas la non-négation. Et donc, quand on revient sur votre question par rapport à la mission de M. Yan Filémon, Premier ministre, chef de gouvernement de l'État, il est normal, et c'est difficile de comprendre qu'on ne puisse pas comprendre que ce soit normal, qu'il ait échoué, que c'est un loser. Il est normal de dire qu'il a échoué. Bon, maintenant, ceux qui l'ont dit, c'est parce que peut-être la répétition des missions sans résultat. Et donc, je pars, moi qui ne suis pas l'homme qui l'a mis en mission, je n'ai pas les termes de référence clairs de sa mission. Peut-être que l'homme qui l'a mis en mission estime qu'il a réussi. Mais sur la base donc, du fait qu'on le renvoie toujours, peut-être dans les mêmes régions, ça veut dire qu'on conclut comme moi qu'il a échoué. Donc, on doit l'envoyer de nouveau. Donc, la question est, on l'a envoyé faire quoi? Si la réponse est, on l'a envoyé pour remettre la paix, comme l'a dit, essayer de ramener les gens à l'école, c'est qu'il a échoué parce que les gens ne sont pas à l'école. L'école n'a pas repris. Et donc, en conséquence, sur ce sujet précis, quelle que soit la personne qui partira à Bamenda, d'abord il faut que ce soit M. Biapol qui essaie de comprendre qu'il s'agit du Cameroun. Il ne gouverne pas Yaoundé, il gouverne le Cameroun. Qu'il comprenne quand il y a le problème quelque part, ce n'est pas dans ses micros qu'il va se mettre là. C'est le président de la République du Cameroun. Il doit aller quand c'est grave. Il n'est pas allé dans l'extrême nord. Jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a bien censuré les gens qui ont fait croire que lui, il avait fait les photos sur Internet et autres. Donc ça, c'est un autre débat. Mais il doit aller dans le nord-ouest. Dire qu'il a compris le problème et proposer les solutions à ce problème. Déjà, sur le plan de la symbolique. Maintenant, il n'ira jamais dans le nord-ouest et il ne sera jamais reçu s'il n'a pas lui-même résolu les préalables de fond. Et Célestin Diabé sur le plateau a réitéré ces préalables qui sont ceux posés par la société civile, posés par l'ensemble des corps sociaux. On ne peut pas prendre nos amis et nos frères anglophones pour des idiots. C'est-à-dire des gens qui disent, nous on a mal, on est en train de pleurer, et les personnes capables de nous dire de vous dire nos problèmes, les voilà. Vous entrez dans la salle, vous discutez avec eux, et le lendemain vous dites, ces gars c'est des bandits, il faut les arrêter, on les met en prison. On a dit pourquoi on envoie Yaoundé, et vous revenez discuter avec eux. Ils vous ont déjà dit depuis longtemps, voilà les personnes voilà les personnes qui peuvent mieux vous expliquer notre problème. Si vous les mettez en prison, non seulement, c'est pas à Bamenda Ouagoya où on peut leur apporter même un bout de pain, mais vous les amenez à Yaoundé où ces gars n'ont même pas assez. Donc ça c'est le premier problème qui est fondamental, tant qu'il n'est pas résolu. Le deuxième problème, et je finis par là, avec votre permission, on ne le dit pas souvent assez. La coupure d'Internet dans ces régions. On ne peut pas penser résoudre le moindre problème si on continue de croire qu'il y a des gens qu'on peut par décision simplement administrative et gouvernementale mettre en prison, puisque les 25 000 km² là, c'est une nouvelle petite prison dans laquelle on a refusé, les gens ne peuvent même pas s'informer, ils n'ont pas le droit de communiquer. Donc tant que ce problème préalable n'est pas résolu, vous ne pouvez pas penser que vous allez dialoguer avec des gens et obtenir un résultat. Donc c'est des préalables qu'il faut d'abord résoudre.
Edmond Kamga, justement, ce sont ces conditions-là, pour la plupart, qui ont été présentées au chef du gouvernement dans cette partie du Nord-Est, libération des personnes interpellées, retour de l'Internet. Est-ce que vous pensez, ma question sera de volets, premièrement, est-ce que vous pensez que si le gouvernement accédait à ces deux revendications, cela pourrait permettre tout au moins d'avoir une reprise effective des cours dans cette partie du pays? L'autre question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que cette partie ne fait pas de concessions sur ces deux sujets? En fait, la libération, par exemple, de cette personne, c'est une revendication qui revient depuis plusieurs mois déjà dans ces négociations. Pourquoi pensez-vous que la partie anglophone aujourd'hui ne peut pas faire de concessions? Tout à l'heure, je disais que M. Philémon Yan était en réalité très mal parti dans sa mission. Parce qu'il n'avait pas de solutions de rechange. Il n'avait pas de propositions efficaces à proposer aux interlocuteurs qu'il a trouvés sur place dans la région du Nord-Ouest. Et on le voit. Toutes les propositions, en tout cas les revendications nouvelles qui se viennent concernant notamment la démilitarisation de la région, concernant le rétablissement, n'est-ce pas, d'Internet, et concernant également la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées, y compris les leaders qui ont été arrêtés et qui sont jugés au tribunal militaire. Je pense que si le gouvernement consent d'abord à écouter, à dire que j'ai compris ces revendications-là, j'ai compris la pertinence de ces revendications, ça c'est d'un. La deuxième chose, essaye de lâcher du lest en acceptant, dans le cadre de l'apaisement. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des discussions qui sont faites entre l'État et les populations, ou alors une partie de la population, quand il y a une crise. Et l'État, cela ne lui enlève rien de lâcher du lest. Dans beaucoup d'autres États dans le monde, on l'a vu quand il y a eu des crises. L'État, à travers son gouvernement, peut lâcher du lest. C'est-à-dire libérer des personnalités qui ont été arrêtées. On sait même que certaines personnalités ont été arrêtées sans tenir compte de toutes les formes et procédures concernant la loi camerounaise et même la loi internationale, pour ne citer que le cas de Paul Aya Abiné. Il faut dire également que, au-delà de la nécessité de libérer, dans le cadre de l'apaisement, de libérer toutes ces personnalités arrêtées, et je peux vous dire ici en tant que juriste que ça ne fait pas mal à l'État de libérer des personnes. Je sais, il y a certains juristes qui estiment que si ces personnalités arrêtées, on a la conviction ou la preuve, s'ils sont jugés qu'ils n'ont rien fait, on va les acquitter, que s'ils sont responsables, on va les emprisonner. Je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Puisque à partir du moment où, de bout en bout, pour ne citer que le cas des leaders du consortium qui a été interdit, on a vu ces gars, ces leaders, de bout en bout, discuter avec les émissaires du gouvernement, de bout en bout. Je ne vois pas à quel moment ces leaders sont allés sur le terrain casser, brûler, ou appeler à brûler ou à casser. Et je sais que ce pays a les moyens de vérifier, de contrôler, à travers tous les types de renseignements, de savoir si ces leaders ont fait quelque chose ou pas. Pour vous, la libération de ces personnes va permettre à décrisper la situation. Elle peut permettre de décrisper la situation. Je le dis d'autant avec tant de fermeté qu'au sein du gouvernement, et même au sein du RDPC, il y a des gens, des sénateurs, des députés qui pensent qu'il faut libérer ces personnes. Je vous en prie. Je citerai Achidi Achou, par exemple. Vous pouvez réagir. Oui, ce que je voudrais dire, dépassionnons le débat. Et je suis ici, je n'aime pas qu'on m'étiquette, je ne suis pas envoyé par le RDPC. Je suis un citoyen camerounais, un homme politique, un membre du comité central, certes, mais qui est aussi un expert dans un domaine précis. Et j'apporte ma contribution. Allez-y. La paix n'a pas de prix. J'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui dans la zone anglophone, ça s'est passé dans la zone, si vous voulez, parlons donc francophone. D'ailleurs, ce sont des termes qui gênent un peu, mais disons-le. On a eu 2008 ici à Douala, on a eu beaucoup de choses, on a eu les villes mortes et tout. Il y a des problèmes qui se posent dans notre société. Je pense que nous sommes aussi dans le cadre d'un état de droit. On peut comprendre les actions de l'État, du gouvernement. Mais, compte tenu du contexte et de ce qui est posé comme problème, c'est très sérieux et je dis ici, la paix n'a pas de prix. Je pense que le chef de l'État, en essayant d'espérer que le chef de gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement, pourrait
nous permettre. D'ailleurs, je ne peux même pas dire qu'elle a échoué. Vous savez, une négociation, c'est un processus. C'est déjà une bonne chose que le gouvernement n'ait pas rompu avec les concertations. Avec le dialogue. Avec le dialogue. Mais je dis, la paix n'a pas de prix. Si aujourd'hui nous pouvons atteindre la paix en libérant, ou bien en laissant combattre libre ceux qui sont accusés, et par exemple remettre Internet, parce que même les étudiants qui vont quand même étudier, ils ont besoin de leur Internet. Bon, moi, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui, nous devons faire très très attention. Je vais ajouter autre chose. Je suis de ceux-là qui depuis, je le dis, ce pays ne peut pas se développer si nous ne pouvons pas fédérer nos efforts. J'ai toujours parlé de ces problèmes de la diaspora. La diaspora camerounaise aujourd'hui, à 80%, n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans son pays. On ne peut pas continuer comme ça. Je suis donc aussi un homme politique. Je dis, il n'y a pas que les anglophones. Il n'y a pas que la diaspora. Je crois qu'au niveau du Cameroun, il est temps aujourd'hui que nous nous donnions la main et qu'on ait un débat serein sur l'avenir de ce pays. Je vais laisser ça. Je vais vous dire quelque chose, peut-être pour... donnez-moi une minute pour chuter. Je vais vous dire ceci. Je suis dans un pays comme l'Allemagne fédérale. L'Allemagne fédérale, un ministre fédéral ne peut pas lancer un appel d'offres. Il faut qu'on cesse. Aujourd'hui, nous sommes minés par la corruption qui met la cohésion sociale et l'unité nationale en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef de l'État a tout fait. On a mis beaucoup de mécanismes en place qui ne marchent pas. Mais aujourd'hui, ce que je dis, il faut une bonne organisation pour que l'État ne soit plus juge et parti. En Allemagne fédérale, le ministre fédéral dit qu'il faut construire l'autoroute. L'autoroute traverse par exemple 5 régions. Il appartient à chacune des régions. Le tronçon, ou bien la portion qui traverse la région, l'appel d'offres est lancé au niveau de la région. L'État est là pour contrôler que ce qu'on a demandé, ça doit être fait. Quand on continue à tout centraliser, au fait, au niveau de Yaoundé, nous avons le problème aujourd'hui qu'il y a des partis parce qu'il y a toujours des priorités. Vous allez accuser le ministre des Travaux publics, il ne peut pas tout faire. Il est question qu'aujourd'hui, attendez, pour dire ceci. Vous n'allez pas parler tout ça, je vous en prie. Nous avons des problèmes de fond, nous avons des problèmes aujourd'hui d'organisation. On a Equinox, pas la CIRT. Ouais. Débattons et essayons donc de voir comment nous pouvons avancer. Célestin Djamène, je vous en prie. Justement sur la question, pour rester un peu dans la région du Nord-Est, puisque c'est cette région qui nous intéresse particulièrement ce jour, avec la reprise des cours qui reste quand même un défi à relever pour le gouvernement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que le président de la République était clair dans son dernier discours, pour lui, les poursuites engagées concernant ces personnes interpellées doivent continuer. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président de la République serait un joker, justement, comme le souhaitent certaines personnes? Est-ce que son déplacement dans la région du Nord-Ouest pourrait changer quelque chose, même avec les arguments actuels, même avec la situation? Est-ce que vous pensez vraiment que si le président de la République se déplaçait, ce serait pour faire bouger les lignes? D'abord, je pense que pour une question qui est relative à la stabilité de la nation, c'est-à-dire au vivre ensemble, à l'équilibre national, territorial, il me semble qu'il relevait du pouvoir régalien du chef de l'État de se rendre physiquement et personnellement dans ces régions-là. Moi, je continue de m'interroger. Pourquoi a-t-il pensé qu'il fallait envoyer ses collaborateurs comme si c'était un petit problème dans l'Ordre-sur-Ouest? Ça n'a aucun sens. Un chef d'État, l'élection présidentielle par exemple, c'est la clé de vote d'une nation. C'est l'élection majeure. Les Camerounais font confiance, encore que quand je mets élection, je mets ça entre guillemets au Cameroun. Mais je veux dire que quand on élit un président de la République, on fait confiance à un homme pour les grands moments comme cela. Les grands moments de danger, les grands moments de liesse populaire, etc. Il doit parler, il doit intervenir. Il doit prendre sur lui parce qu'il a un mandat. Quand j'entends souvent les créatures de monsieur le président de la République dire que c'est le temps du président, ça n'a aucun sens en démocratie. Il n'y a pas le temps du président. Le président est mandataire. Donc il doit faire la volonté du peuple. Il n'a pas à prendre son temps quand, sur le terrain, il y a des urgences. Il doit être au rythme du peuple. Il n'y a pas de temps de président. Par ailleurs, je considère que, quand vous regardez sur la question de la reprise de l'école, aujourd'hui, moins de 45% d'élèves sont inscrits sur la liste des examens, dans le Nord-Ouest.
Je donne là les chiffres du DC Board, qui est l'équivalent de l'office du bac dans la partie francophone. Sur les 80 000 inscrits attendus, moins de 45%. Ça n'est pas normal. Et j'entends parler de 70 000. Hein. Non mais attendez. Il parle de 70 000 officiellement. Non, 80 000 officiellement attendus. Moins de 45% sont à l'heure où je parle inscrits. Ça veut dire qu'il y a déjà une année blanche. Alors j'entends dire par décret qu'on va imposer une année blanche. Mais non. L'année scolaire c'est sur 9 mois ou 10 mois. C'est pas en quelques semaines qu'on va rattraper tout ça. Ça n'a aucun sens. Donc un gouvernement responsable doit déjà constater qu'il y a une année blanche de par leur faute. Parce qu'ils n'ont pas voulu résoudre en temps utile ce problème. Par ailleurs, je tiens quand même à rappeler que, et tout à l'heure Edmond y a fait allusion, quand on parle d'état de droit, Albertine, est-ce que dans un état de droit, on peut se permettre de bafouer les conventions internationales? C'est-à-dire que l'accès à Internet fait partie des conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun. Nous ne sommes pas dans un état de droit, pour commencer. Et je voulais signaler à mon ami Jacques Bimaille que d'une part, on n'est pas ici pour régler les affaires d'Allemagne, les affaires du Cameroun. Cela relève de la responsabilité du peuple camerounais et du gouvernement camerounais. Donc il faut qu'elle assume ses responsabilités. Par ailleurs, je considère dans la même optique que, quand Edmond a fait tout à l'heure allusion à l'arrestation des leaders de consortium, mais je considère qu'il s'agit purement et simplement d'une déportation, parce qu'à Bamenda, il y a un tribunal militaire. Et même à Boya. D'où vient-il que les gens résidant à Boya et à Bamenda soient déportés sur Yaoundé? Où est l'état de droit? Le ministre de la Communication a expliqué. Il a expliqué quoi? Il a expliqué quoi? Le tribunal militaire est compétent sur tout le territoire national. Non. Quand il y a un tribunal, la compétence en matière du lieu, Ratienne Lodge, on doit juger les gens si tant est qu'il y a un tribunal adapté à cette situation, sur place. De la même manière que Yves Michel Fosso a été déporté à Yaoundé, et résident à Douala, il y a les tribunaux de Douala. De la même manière, ces leaders de consortium ont été déportés à Yaoundé. Donc c'est inadmissible. Par ailleurs, je voudrais dire que... Pour finir, je vous en prie. Oui, pour finir, je voudrais quand même dire que aujourd'hui, la question véritable qui se pose, c'est la question de l'amalgame qui est faite entre fédéralisme et unité nationale. Quand dans son discours, le chef de l'État dit que le Cameroun est un et indivisible, mais de qui se moque-t-on? Parce qu'en vérité, on sait partout dans le monde qu'il y a des États fédéraux. Mais fédérés veut dire rassemblés d'ailleurs, qui sont parfaitement unis. Le SIF considère qu'aujourd'hui, le fédéralisme est l'une, sinon la meilleure solution pour justement rassembler et faire revenir la paix. Ce n'est pas l'unique solution pour les problèmes du Cameroun. Mais je pense que pour sortir précisément de cette crise, il faut absolument en venir au fédéralisme. D'ailleurs, la décentralisation n'a même pas été appliquée. Très bien. Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui, comme certains, que dans la région du Nord-Ouest, par exemple, on a sacrifié la rentrée scolaire pour obtenir des revendications, pour obtenir donc du gouvernement de céder aux revendications? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les populations de cette région ont comme le sentiment que c'est par là justement qu'ils tiennent le pouvoir sur cette affaire de reprise des cours, et que s'ils cèdent à ce niveau-là, peut-être que l'on passera la main sur les autres revendications qui sont en train de poser? Je pense par exemple au fédéralisme et à tout ce qui suit. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Vous savez, l'avantage qu'a ce mouvement qui est né de ce côté-là du Cameroun, c'est que des gens, ils ont pris du temps pour accumuler des frustrations. C'est un avantage. Des frustrations causées par une bande de jusseurs, quelque part, qui ont pris les institutions, pour certains, en otage, à la réalité. Et qui, pour la plupart, à la réalité, empêchent même, peut-être, ceux qui auraient le courage dans ce gouvernement de résoudre le problème, de le résoudre. C'est une question de jouissance, d'égoïsme. C'est-à-dire que Yaoundé veut absolument spolier l'ensemble de ce qui produit des richesses pour essayer de redistribuer dans le réseau de jouissance des personnes qui, à la réalité, sont des paresseux et qui ne foutent rien. Et maintenir dans une posture de pauvreté permanente ou de paupérisation permanente les régions dont la nature a permis qu'elles soient dotées de sous-sols extrêmement intéressants. C'est ainsi qu'on comprendra, par exemple, la posture, si jamais un jour, les gens dans les régions de l'Est avaient le même courage de se lever, sauf qu'il n'y a pas, l'histoire de l'Est n'a pas donné lieu à une partition de Cameroun de cette nature, ils n'ont pas le même problème en termes d'historicité, mais seulement en termes de rendu. C'est que l'Est produit
donne au Cameroun des richesses extraordinaires. Mais pour que l'Est continue à les donner sans revendiquer, on doit les mettre dans la pauvreté permanente. C'est ça la logique de justance qui gouverne la mentalité des gens du Yaoundé. Et donc, dans la région nord-ouest du sud-ouest, qui a une histoire différente de celle du Cameroun, oriental, il y a un socle historique sur lequel on ne peut pas, à partir duquel on ne peut pas généraliser le problème posé. La résolution de ce problème peut soutenir une dynamique d'irrigation nationale du problème. Mais on ne peut pas dire que les problèmes sont les mêmes. Non, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes du point de vue de l'historicité des problèmes. Les problèmes sont totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à un moment donné à partir de l'instant où ces régions anglophones, particulièrement le sud-ouest, produisaient le pétrole dans lequel les gens devaient gérer en privé pour faire leur business. Parce que pour vous, tout part de là. Oui, ça part de là. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on a bloqué, qu'on a assimilé à la limite la région, le Southern Cameroun. Les revendications corporatistes on l'a assimilé parce qu'on sait jusqu'à quel moment, jusqu'à ce que le Cameroun entre à les sous de pétrole, pour le dire comme ça finançait toute la mafia qui en même temps asservissait les Camerounais. Tout ce qui est les taches noires, les sales besognes par les flics qui ne sont pas enregistrés étaient financés par la Sonara. Vous vous souvenez quand même de cette anecdote de ce directeur général Sonara qui vous rappelait en plein Mondiovision sur la CRTV que moi lui ne rend compte qu'à M. Biapol. Alors il était pour dire jusqu'à quel niveau l'opacité du problème était. Donc la question est celle-là. Et donc si par l'école, par les villes mortes, parce que l'école à la réalité fait partie d'un package global, si par les villes mortes ils peuvent obtenir une résolution, une compréhension, une remise en question de la gouvernance à partir de Yaoundé, alors tant qu'à faire, on continue là-dessus. Et puisqu'on parle de l'état de droit, il faut quand même le dire, on ne peut pas comme ça passer par pertes et profits, ce qui s'est passé. La logique de déportation aujourd'hui mise sur la table, c'est une logique qui gouverne la nature, en fait, qui commande même la compréhension, l'acceptation, la nature criminelle du régime de Yaoundé. C'est pas comme ça, c'est quand même les symboles ont disparu dans ce pays. Aujourd'hui, l'un des notaires les plus prisés du Cameroun, c'est-à-dire que l'un des doyens a été déporté de chez lui à Maroua pour Yaoundé. Il y est jusqu'aujourd'hui, on l'a pratiquement oublié, au motif que, on le soupçonnait d'être avec Boko Haram, ce qui n'a jamais été prouvé. Il est enfermé. Le numéro 2 du parquet général, c'est-à-dire que dans un pays, dans la structuration de l'État, l'organisation judiciaire du Cameroun, l'avocat général, c'est l'adjoint du procureur général de la Cour suprême. Le numéro 2, comme ça, on l'embarque. Il y a des lois qui existent au Cameroun et qui sont arrimées aux conventions internationales, qui donnent ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Il appartient à une juridiction dans laquelle on ne vient pas s'infiltrer n'importe comment. N'importe quel OPJ ne peut pas se permettre d'ouvrir une enquête contre un membre de la Cour suprême, un magistrat haute hiérarchie, encore même au-delà des OPJ. N'importe quel juge d'instruction n'a pas qualité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas magistrat hors hiérarchie au Cameroun, vous n'êtes pas habilité à entendre M. Paul Ayabli. C'est les textes du Cameroun qui le disent. Or, au Cameroun, on s'en fiche de cela. Et puisqu'on est sur le plateau, je peux ne plus parler sur le sujet. Je vais rappeler qu'en matière de droit camerounais, le droit positif camerounais actuel, au-delà de spéculer politiquement, le code pénal, vous le savez, qui a été adopté en 2016, consacre encore le fédéralisme comme une réalité opérationnelle. Je le dis. L'article 101 du code pénal traite, comme je l'ai rappelé encore dans plusieurs plateaux, traite des infrastructures liées aux États. L'article 101. Et l'alinéa 2 rappelle que les infractions au décret arrêté légalement pris en exécution des lois des États fédérés constituent des contraventions. Ça, c'est le code pénal actuel en vigueur, adopté par le Parlement camerounais, ratifié par monsieur... oui, Jacques Bimaï, vous voulez réagir la situation, si on résume un peu ce qu'il vient de dire, la situation de côté anglophone, échec de la gouvernance. Non, écoutez, moi je refuse les problèmes de ping-pong. C'est-à-dire entre ceux qui sont gouvernement et puis ceux qui... Non, écoutez, moi je voudrais... Tout à l'heure, j'ai voulu prendre... Écoutez-moi, moi je suis en train... Je parle en tant qu'expert. Je voulais vous dire comment on fait améliorer notre gouvernance en vous disant que cette histoire où l'administration centrale est juge parti, ce n'est pas faisable. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'Allemagne fédérale. Et je continue même aujourd'hui. Ces pays n'inventent pas la roue. Vous savez, quand on a vu, ça je peux le dire, hein, même dans des grands pays comme l'Allemagne, les États-Unis, on est arrivé par exemple à limiter les mandats, à faire des zizi. Nous avons besoin aujourd'hui des institutions fortes pour notre développement. Parce que quand je parle de la corruption, moi je suis en train de voir aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est la conséquence de ce que nous vivons au niveau du Cameroun. Et il faut que nous soyons lucides. Et je pense que quand on se retrouve comme ça, apportons des idées pour améliorer la gouvernance.
Qui va améliorer? Bon, je dis ceci. Le SDF nous parle de fédéralisme. Oui. Je vous dis bien, moi, vous pouvez défendre votre fédéralisme sur votre droit. Le RDPC, le parti dans lequel je suis, le parti qui est au pouvoir, nous sommes pour un État unitaire décentralisé. Mais le code pénal est voté par l'RDPC. Ce que je souhaite, ce que moi je souhaite, c'est qu'on avance très rapidement dans cette décentralisation. On peut plus. Qui peut donner une autonomie de gestion à nos régions. Il est quand même impensable. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vu la nomination des délégués du gouvernement. Ça montre ses limites. Aujourd'hui, la démocratie moderne veut que les populations soient les juges des politiques. Et je pense qu'on ne peut pas régler le problème de Bamenda, on ne peut pas régler le problème de Douala à partir de Yaoundé, le problème à Douala 5e ici à partir de Yaoundé, ce n'est pas possible. Et moi, ce que je pense, là où nous sommes aujourd'hui, je dis qu'on n'invente pas la roue. Nous devons aussi savoir qu'au niveau du pouvoir de l'État, quand tout est concentré entre les mains d'un certain parti aussi, pendant longtemps, ça pose problème. C'est pour cela que écoutez-moi, laissez-moi parler. Dans les pays assez modernes, on est arrivé à limiter le mandat. Moi, je pense aujourd'hui, je suis un Camerounais qui dit ceci. Pour améliorer la gouvernance dans ce pays, il faut que nous comprenions qu'il faut encourager la gouvernance locale. L'État central doit être là pour assurer le contrôle, pour assurer la péréquation de nos moyens. Parce que comme vous dites aujourd'hui, le pétrole n'est pas d'une région ou d'un groupe. Oui, le pétrole, c'est le pétrole de la nation. Je dis bien, l'État central sera là pour permettre qu'il y ait un développement harmonieux sur l'ensemble du pays. Vous ne pouvez pas demander à un seul homme, quelle que soit sa bonne volonté, de s'occuper. Je prends le problème de route. Que le ministre des Travaux publics puisse gérer toutes les priorités de route au niveau du Cameroun. Très bien. Non, laissez-moi, je vais chuter. Moi, je suis donc en train de dire, la décentralisation, on a décidé sur ça en 1996. Moi, je pense que nous avons pris assez de retard au niveau de ces chantiers. C'est vrai que parce qu'il n'y avait pas de moyens, c'est vrai que parce qu'il n'y a pas des experts, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous avons pris le risque, nous devons foncer davantage et régler les problèmes qui se posent. C'est pour ça que j'ai dit... Très bien, je vous en prie. Vous n'allez pas parler tout seul de ces images. Je vous en prie. Avec vous, Edmond Kamga, puisque nous en sommes déjà aux solutions, j'insiste sur cette reprise des cours. Est-ce que vous pensez que les mesures prises cette semaine, la semaine dernière, je crois, par le ministre de l'Enseignement secondaire, pourraient permettre justement de sauver cette année blanche, ces mesures dans l'enseignement de ce système anglophone, justement, ces cours de remise à niveau, 2 heures, 17 heures pour ajouter par semaine, avec ces cours qui ont été faits pendant la période des congés de Pâques. Est-ce que vous pensez que ces mesures-là peuvent permettre quand même de remettre à niveau, de rattraper le temps perdu dans la région du Nord-Ouest? Théoriquement, oui, mais à une condition. La condition est d'écouter le peuple anglophone ou nos frères anglophones qui crient leur colère, qui crient leur mécontentement et qui ont fait des propositions dont on a rappelé les contenus tout à l'heure. Si ces contenus-là, c'est-à-dire la libération des personnes arrêtées, le rétablissement d'Internet, pour ne citer que ces 2 mesures-là, sont prises, je pense qu'ils auront une écoute plus attentive pour la matérialisation des propositions du ministre de l'Enseignement secondaire. D'accord. Je pense que c'est possible, mais il faudrait que ça aille de pair avec la résolution des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Nous sommes en train de sortir les solutions rapidement, je vous en prie. Je crois que nous sommes dans une situation psychodramatique. On ne peut pas mettre un programme d'accélération des cours, parce que j'ai cru lire qu'il y a même des cours qui seront donnés le samedi, dans cette région-là. Ce n'est pas sérieux. Nous voulons demain les citoyens de qualité, qui soient formés par un programme de qualité. Alors maintenant, ce qui m'intéresse également... Il y a des périodes d'urgence aussi dans la vie, non, mais d'urgence, une année scolaire normale, c'est 960 heures. Ça, c'est les règles définies par l'UNESCO. Il est impossible de faire le contraire sous prétexte de bâcler les enseignements. Ce n'est pas sérieux dans un état de droit. Je rappelle que c'est le président de l'UNESCO qui a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'année blanche au Cameroun si le gouvernement ne le décidait pas. Quand on comptabilise les heures, on n'en est même pas à 900 heures. Ça, c'est clair. Maintenant, quand je suis très ravi que mon ami Jacques Bimaï établit cette diatribe
assez digne d'un opposant contre son parti. C'est-à-dire que quand il dit qu'il faut qu'on avance dans la décentralisation, donc c'est le constat d'échec de la décentralisation. Quand il dit qu'il faut des institutions fortes, c'est le constat d'échec de la pratique de nos institutions. Quand il dit que le délégué de gouvernement, on a trouvé ses limites, c'est évidemment une évidence biblique. Donc je salue Jacques Bimaille, mais en même temps, tu ne peux pas te contredire en disant qu'on ne peut pas tout reporter sur la tête du ministre, je ne sais quoi. Mais le ministre fait partie d'un gouvernement nommé par le président de la République. Donc c'est une équipe qui doit travailler en harmonie. Il y a des responsables dans ce pays. Quand on porte des actes, quand on pose des actes, il faut les assumer. Donc je considère que la responsabilité première, ça incombe à ceux et celles qui sont au pouvoir. Le SDF n'est pas au pouvoir. Mais nous avons dit que notre option, c'est le fédéralisme. Nous sommes clairs là-dessus. Mais nous avons le malheur de constater que même au niveau de la décentralisation, rien n'est appliqué. Aujourd'hui, le pouvoir appartient au préfet, à la préfectorale. Les maires élus n'ont pas de pouvoir. Donc ça n'a pas de sens. Et ça rejoint votre position sur la déléguée de gouvernement. Comprenez? Donc il faut être réaliste à un moment donné. Je crois que le principal responsable, c'est le président qui n'a pas pris la mesure des choses. Cette question anglophone est en train de s'endurcir, de s'enliser. Et ça va arriver fatalement. Je crains que non, mais ça va arriver dans la partie francophone. Et qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là? Il viendra à Douala faire des discours. Et il faut qu'il aille dans le nord-ouest. Ce n'est pas un conseil culturel, mais je pense qu'un président normal devrait quand même se déplacer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je voulais terminer simplement en disant qu'aujourd'hui, la question fondamentale, on ne peut pas appliquer dans la partie orientale du Cameroun le système francophone, néocolonial, et refuser aux anglophones d'appliquer le système anglo-saxon. Je suis pour une troisième voie qui serait la voie camerounaise, c'est vrai. Mais dans le cas d'espèce, si on accepte le système de la civil law en zone orientale du Cameroun, il faut également accepter que là-bas, ils revendiquent le système anglo-saxon. Ça me semble d'une évidence limpide. Or, ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut définir clairement les choses. Et il faut absolument libérer ces leaders emprisonnés de manière arbitraire et sans motif et recommencer les négociations. Parce qu'on applique l'article 2 de la loi antiterroriste contre les gens qui ont manifesté leur opinion. Est-ce que cette loi, article 2, est faite pour eux? Ah ben non, je dois dire que je prends une minute, quoi. Je voudrais dire à... Vous avez 30 secondes, M. Bimaille, le temps passe. Je suis content quand même que mon cher ami M. Ndiamé je constate nous disent aujourd'hui que l'opposition, c'est même au sein du RDPC. Oui, Effectivement, tu rejoins l'opposition. Non, attendez. Effectivement, nous avons des problèmes dans ce pays parce qu'on a une opposition qui n'est pas constructive, qui n'est pas forte. Aujourd'hui, même les problèmes au niveau du Nord-Ouest aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Le système est verrouillé. Moi, je me réjouis qu'au rejoigne ceux de l'opposition. Tout simplement. Laissez-moi, vous avez parlé, je vous ai écouté, laissez-moi parler. Aujourd'hui, vous êtes des petits récupérateurs. Pas du tout. Voilà une situation qui se passe au Nord-Ouest. Laissez-moi parler. Je vous en prie. Vous nous parlez maintenant de SDF. Ce qui se passe là-bas, le leader de RDF est à Bamenda, il ne contrôle rien du tout. Mais il n'a pas contrôlé, il n'est pas chef de l'État. Non, moi ce que je dis aujourd'hui, écoutez. Qu'est-ce qu'il a contrôlé? Les politiques aujourd'hui, le fait d'être dans le RDPC ne veut pas dire que je ne dois pas apporter des propositions. C'est pour ça que ça me ravit. Attendez, écoutez-moi, laissez-moi. La démocratie vit de débat. Bon, ce que je constate aussi, ça je le dis sincèrement, nous avons des difficultés aujourd'hui que même le terrain que vous maîtrisez politiquement, vous ne le contrôlez plus. Voilà le problème que nous avons dans notre pays. Bon, mais je dis ceci. Nous sommes là pour construire, nous sommes le parti au pouvoir. Je souhaite que mon leader, mon champion, le chef de l'État, comprenne que... Non, écoutez-moi bien. Allez-y, Bimaille. Vos secondes s'égrènent, je vous en prie. Le Premier ministre a dit ceci. Ne prenons pas nos enfants en otage. Il ne s'agit pas de ça. Il y a des problèmes politiques. La décentralisation va se mettre en place. Ce qu'il faut maintenant... Écoutez. Ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, je suis d'accord, nous devons nous mettre autour d'une table pour régler les problèmes politiques de ce pays. Et ce que je fais ici, en tant que citoyen, je dis bien expert... Et membre du comité central. Et membre du comité central. Voilà, il faut le préciser. C'est d'essayer d'éclairer l'opinion, de vous dire que, écoutez, vous nous perdez du temps. Parce que l'opposition aujourd'hui doit essayer... Ça fait 30 secondes, merci. Alors, je tiens pour terminer avec les solutions. Ce qui, pour entre partis politiques,
d'opposition et de pouvoir et parti ami, si on voit l'amitié de leur leader. On n'est pas les amis. L'amitié devait se construire aussi. L'amitié devait se faire aussi sur le plateau. Tu me laisses quand même finir. Vous êtes des très bons amis. Vous avez vu comment M. Biya est toujours avec M. Frunzi en toutes les occasions les plus visibles aujourd'hui. Donc c'est l'amitié qui se... C'est comme ça l'amitié. Alors quand, oui, bien sûr, la République a une certaine manière. Bon, mais simplement... là au moins on peut être d'accord, toujours d'accord là-dessus, c'est que cette logique de déresponsabilisation des gouvernants camerounais est une logique extrêmement contre-productive. Et je vais plus loin. Cette logique de tentative de déresponsabilisation de M. Biya Paul par rapport à sa propre responsabilité, parce qu'il est l'auteur et le principal auteur de ce que nous vivons aujourd'hui, par son incapacité à pouvoir se choisir d'abord une équipe, par son refus total d'écouter le peuple, autre que le peuple justeur qui est autour de lui, et enfin par son incapacité à être sur le front qu'il faut. Donc maintenant, quand j'ai fini de dire ça, parce qu'il faut que la réputation de M. Biya soit claire, et que ses lieutenants, à quelque niveau qu'ils soient, les lieutenants positifs, comme M. Jarpimaï, puissent avoir la possibilité de lui transmettre le message. S'il est déconnecté, qu'il se reconnecte pour comprendre la réalité aujourd'hui, parce qu'il est l'unique responsable de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que je l'ai dit, je rappelle qu'il était venu ici à Douala, il y a quelques années. C'est la même logique, hein, on était dans la même logique pour dire que me voici donc à Douala, entouré d'une armée terrible. Et à l'époque, je me souviens, le Popoli avait fait une caricature pour dire, en montrant les chars d'assaut, et autres, il était caché à l'intérieur, on voyait seulement, on écoutait seulement le son. On dit, où es-tu? Le peuple demandait, où es-tu? Il dit, me voici donc à Douala. Qu'il aille au même à Bamenda faire ce me voici donc à Bamenda, même si c'est avec l'armée, qu'on comprenne qu'en fait, il considère encore cette partie du Cameroun comme faisant partie du Cameroun. Parce qu'à la réalité, cette partie semble ne plus faire partie du Cameroun, selon lui. Donc enfin, je vais chuter par là pour dire, même si jamais les gens sont donnés des libertés sur nos droits pendant des années, on a quand même affirmé que le Cameroun est un état de droit. Le peu qu'on peut avoir encore le droit de l'homme, qu'on pense à les respecter. Et la solution va passer par là. D'abord, première chose. Rapidement, je vous en prie. Oui, c'est très rapide. Hein. Libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. Celles qui ont été prises en flagrant délit, d'actes de commission, d'actes criminels, doivent naturellement être jugées. Et pour l'instant, parmi les leaders anglophones, aucun d'eux n'a été pris dans ces conditions. Oui. Par contre, sur Mondiovision, et c'est peut-être pour ça qu'on a coupé Internet, nous avons vu énormément de personnes, de forces de l'ordre, en fait, de forces du désordre, hein, qui étaient directement en train de poser des actes de commission, de violation de l'article 148 du Code pénal, de violation de l'article 2 de la Convention nationale contre la torture. Tous ces gens, on les a vus. Donc, M. Biya Paul doit prendre la mesure pour nous dire qu'il s'est rattrapé et il est désormais du côté du peuple pour qu'on mette un peu un frein sur ces violations graves des droits de l'homme. L'apartheid scolaire qu'on veut faire vivre avec les frères anglophones doit cesser. Et pour que cela cesse, il faut qu'on comprenne que les anglophones ont posé des véritables problèmes sur la table. On doit libérer leurs leaders, libérer Internet et ensuite renégocier le vivre ensemble dans le fédéralisme. Si c'est une option, qu'on l'adopte. Si ce n'est pas une option, qu'on la rejette. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun n'a pas insulté les juristes camerounais. Je rappelle qu'une étude a montré que nous sommes le pays en Afrique subsaharienne qui a le plus grand nombre de juristes au mètre carré. Juristes au moins, tout à fait. Hein, donc, quand on a fini de le dire, c'est pour dire la contradiction juridique existante aujourd'hui. Entre le code pénal et... Sur le code pénal adopté en 2016, qui pratiquement de manière injuste admet la réalité fédéraliste comme une option, comme une réalité opérationnelle sur le plan de notre droit positif. C'est bon, on sort de ce sujet, je vous en prie, M. Bimaï, on n'en parlera plus. Non. Je vous donne 5 secondes alors. Je vais compter 5 secondes. Si ça, ce que je voulais dire, que pour le développement de ce pays, le Cameroun a besoin de toutes ses filles et puis de tous ses fils. Je parlais, on a besoin de nos frères anglophones, nous avons besoin de la diaspora, nous avons besoin de tout le monde. Il est question aujourd'hui, je crois plus de 57 ans après l'indépendance de ce pays, nous avons aujourd'hui des Camerounais qui peuvent identifier clairement les intérêts de notre pays. Très bien. Les intérêts de nos populations. Je vous en prie, le temps passe, on va pas... À partir de là,
encourager la bonne gouvernance pour l'intérêt de tous. Très bien, on va donc aller au deuxième sujet de ce jour. Je le disais tout à l'heure, à l'entame de cette édition, jeudi dernier, moins de 24 heures après la célébration donc, de la Journée internationale de la femme, le train a à nouveau tué au quartier Ligidjoa à Yaoundé. Selon des témoignages, un train de chantier revenant donc certainement des travaux sur le rail a donc percuté des passants. 3, selon certains journaux. Il y a une fois encore une guerre des chiffres à ce qui concerne le bilan de cet accident. L'entreprise en charge donc du transport ferroviaire Camrail parle de 3 morts, tandis que d'autres journaux annoncent 5 morts et d'autres encore 6. Alors Edmond Kamga, la nouvelle expression, a parlé dans le titre par l'un de ses titres parus cette semaine de ces morts que l'on pouvait éviter, des morts de trop. Le Messager dans son article lui a parlé des morts de l'impunité. Alors est-ce que ces deux expressions que j'ai choisies parmi tant d'autres selon vous, conviennent bien à la situation qui a été vécue à Eligidjoa le 9 mars dernier? Effectivement, ce sont des morts que l'on pouvait éviter de part et d'autre. En tout cas, à mon avis, les responsabilités sont partagées. D'abord, il faut dire que quelques mois après l'événement des écarts, ça fait mal qu'on revive encore une situation comme celle-là où le train fauche des vies humaines. Qui plus est, à un jour qui est une journée internationale, n'est-ce pas, de la femme. Au lendemain. Au lendemain pratiquement. Donc, au terme des réjouissances, des personnes ont été fauchées, sont mortes. C'est vrai, c'était nuitamment, mais cela ne justifie rien du tout. Parce que Camrail aurait dû prendre des mesures pour éviter qu'un train, fût-il un train de travaux, travaillant nuitamment, puisse fonctionner dans des conditions comme celle-là. Parce que visiblement, selon les riverains, selon les témoins, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que cet incident n'arrive pas. C'est-à-dire quoi? Ce train, il roulait pratiquement en marche arrière, conduisant les wagons. On n'a vu aucune source lumineuse, on n'a entendu aucun coup de klaxon ou de sifflet. Les populations, enfin celles-là qui étaient dans l'emprise ferroviaire, notamment au niveau des rails, ont été surprises. Et certains sont décédés, d'autres sont blessés. Et voilà la situation. Je dis, d'abord, c'est Camrail qui est interpellé quelques mois après ce qui est arrivé à Ezeka, je le disais tantôt, mais également les citoyens qui ont transformé, n'est-ce pas, les rails en une piste routière pratiquement. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de routes. Il n'y a pas assez de passages pour piétons. Que ce soit au niveau des chaussées habituelles ou alors des emprises des ferroviaires. Il faudrait que Camrail puisse protéger ces emprises. Parce que dans le cas d'espèce, n'importe quel kidam, on le voit d'ailleurs à travers tout le pays, des gens marchent sur les rails partout. Imaginons si tous les trains qui roulent n'ont pas de klaxon, ne peuvent pas prévenir leur arrivée, mais il y aura des morts tous les jours. C'est extrêmement grave. C'est Saint-Germain, justement, Camrail a rendu public un communiqué juste après cet accident, je pense que vous l'avez lu, dans lequel il explique, entre autres, je vais paraphraser, que l'installation dans les emprises, justement, du sérail ne facilite pas la sécurité des populations, dans lequel il explique que la traversée de la voie ferrée est encadrée par des codes de la route. Comment est-ce que vous avez perçu ce communiqué de l'entreprise en charge du transport ferroviaire? D'abord, il faut dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une locomotive qui poussait un train accidenté de 5 wagons, nuitamment, dans la nuit du 8 mars. Ce sont les révélations que vous nous faites là. Non, c'est une... écoutez, c'est pas moi qui dois vous l'apprendre. C'est un accident de nuit. C'est de nuit. 5 wagons, un train accidenté de 5 wagons était poussé par la locomotive. Ça veut donc dire que, à l'avant, les femmes qui traversaient ce rail dans la nuit n'ont vu ni feu de signalisation, ni klaxon. Exactement, selon les témoignages. Donc elles se retrouvent tuées comme ça à cause du défaut de signalisation de Camrail. Voilà la question. Alors, ça m'invite à dégager 2 éléments. Premièrement, celui des rapports. Il me souvient que lors du drame des écarts, on nous avait dit que le président avait initié une commission d'enquête. Tantôt on dit qu'il est sorti, tantôt on dit que le rapport n'est pas sorti, on ne sait trop rien, on ne connaît pas les résultats aujourd'hui. Là encore, ça va être pareil. Qu'est-ce qui explique que une société de transport comme Camrail se permet
de jouer avec la vie des Camerounais. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ça pose la question du contrat de concession. Le contrat de concession n'est pas un contrat de mort. Monsieur Bolloré n'a pas le droit de prendre le Camerounais avec autant de condescendance, autant de mépris. Bien sûr qu'il y a eu un procès intenté en Nanterre en France, où le juge français a renvoyé les affaires au juge camerounais, entre guillemets. Mais en vérité, quand l'État se permet de se déposséder d'un pan important de sa souveraineté, qui est le transport, à un étranger, on doit s'assurer que le cahier de charge est respecté. Monsieur Bolloré, qui ne s'est même pas prononcé, pour les petits nègres qui meurent par dizaines tous les jours, c'est pas son problème. Alors l'État ne dit rien. L'État est muré dans son silence. Alors moi, je peux être l'élément citoyen d'un peuple porc-épic. Vous savez que le porc-épic, il meurt souvent en silence. Je veux crier ma colère contre ce gouvernement qui accepte tout et n'importe quoi. Bien sûr que M. Bolloré vient parce qu'on lui dresse le tapis rouge. Donc il faut arrêter avec cela. Nous avons ici un expert camerounais qui a géré une partie des compétences de Cameroun à l'époque, Citrafer. Pourquoi on dépossède un Camerounais de cette activité pour remettre à un étranger? Très bien. Alors qu'il a fait preuve de son efficacité. Ça n'a aucun sens. Monsieur Alors Jacques, il faut le dire avec force. Aujourd'hui, les responsabilités sont copartagées entre l'État du Cameroun et M. Bolloré. justement, Monsieur Jacques Bimaï, vous avez eu l'occasion de réagir juste après cet accident sur nos antennes et vous estimez qu'il y a eu négligence dans cet accident à Yaoundé. Oui, je vais dire ceci. Vous savez, quand on a un projet financé par la Banque mondiale, sur le plan de la sécurité, il y a ce qu'on appelle, on fait un plan de sécurité, on dit risque d'accident zéro. Quand Citrafer était là, moi, à mon époque, j'allais mettre sur tous ces tronçons, tous les 20 mètres, des agents avec des drapeaux verts et rouges, des sifflets et puis des lampes. On l'a fait. Quand on travaillait en 2004. Alors aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas fait? Ça, je dois le dire ici, parce que je l'avais dit, l'argent de l'État, qui est géré par le groupe Bolloré pour ces projets, une partie a été détournée. Donc finalement, par exemple, on fait de n'importe quoi. Ce qui s'est passé, j'ai décidé de parler, pour l'incident des ECA, j'attends le rapport du chef de l'État. Quand le rapport sera là, on pourra en parler. Mais pour le cas de ce chantier, je dois parler. Parce que il y a eu, contrairement Célestin, ce n'était pas un train accidenté, non. Il y a un train de travaux qu'on appelle la Rambarlon, qui a des plateformes, une plateforme à environ 7 mètres. Environ 14 mètres. On en avait 6, ça fait 84 mètres. Plus la locomotive. La locomotive est donc sortie de Yaoundé le jour, a traversé le lieu de chantier, est partie très très loin pour atteindre la fin du chantier, pour aller ramasser les matériaux qu'on avait dégagés sur la voie. En rentrant maintenant, il était tard dans la nuit, vers 19h. Comment un train comme ça, long d'environ de 100 mètres, pouvait être poussé par une telle rame avec une locomotive? Les wagons sont là-bas environ à 90 mètres, sans signalisation dans la nuit. Pas de lampe, rien du tout. C'est-à-dire, au fait, ça traversait en plus les passages à niveau. Ça veut dire que ça pouvait même écraser une voiture. Oui, donc l'argument de camarade de dire que non, les gens ne devaient pas être sur la voie ferrée. Et si c'était au niveau d'un passage à niveau? Non. Donc je dis, quand on travaille quelque part, on tient compte de l'environnement. Notre environnement ferroviaire aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des populations qui marchent un peu partout. C'est pour cela qu'on tient compte de ça et on fait attention. Ce qu'il fallait faire, il fallait mettre un sentinelle au bout de ce train, avec une lampe, avec un sifflet, en criant par exemple pour aviser des gens. Oui. C'est ça notre société. Ça n'a pas été fait. Et donc, quel que soit, il y a défaillance sur le plan sécuritaire. Vraiment, on n'a même pas besoin de discuter. Je dis, ce que je sais, notre partenaire n'est pas du domaine.
Je pense que l'État du Cameroun doit trancher. On ne peut pas continuer comme ça. Bon, si on veut continuer à sacrifier des Camerounais, je dis également, je suis Camerounais, ça ne peut pas continuer comme ça. Surtout, ce qui est choquant, l'État ne peut pas mettre des moyens pour les travaux, pour les voitures. Parce que les gens détournent, ils font de n'importe quoi. On sacrifie notre économie, on sacrifie la vie des Camerounais. Il est souhaitable que le chef de l'État puisse rapidement trancher sur ces problèmes-là. Oui, ce sujet me préoccupe énormément. Ça fait 10 ans que je travaille sur la question. J'ai le privilège d'avoir été de la seule délégation à aller combattre Bolloré sur la place parisienne de manière très officielle. Avec Puss-Ndiaye, avec Jean Bikoko et avec Tangoui. Nous avons subi tous les havres de ce groupe, de ce monsieur Vincent Bolloré, qui en fait est un responsable premier de la mafia qui, aujourd'hui néocoloniale, qui a servi l'Afrique. J'assume mes propos. Il faut donc dire que depuis 2008, nous sommes en campagne contre ce groupe, n'en déplaise à vos partenaires qui en sont là. Mais en 2008, nous avons dit quand même de manière très claire, on a demandé d'abord pourquoi cette convention de concession pouvait être renouvelée. Il ne fallait pas que ce soit renouvelé. C'est de ça qu'il était question. Pour la simple raison que la mafia de Bolloré ne pouvait pas justifier pourquoi, à ce moment-là précis, il pouvait prétendre avoir plus de compétences, de qualité. Parce qu'à la réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit d'entretenir la voie, il s'agit de vendre les tickets de train, et peut-être de les nettoyer de temps en temps. Tout cela, c'est de la sous-traitance pure que Bolloré fait avec des entreprises qualifiées comme celles de Citracel et autres. Donc n'importe quel Camerounais aurait pu, à ce moment-là, faire cela. Surtout que les moyens, ce n'est pas Bolloré qui les met, c'est encore avec les agents de l'État que Bolloré lève les fonds. À la réalité, la Banque mondiale met de l'argent, que c'est nous qui allons rembourser. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que la mafia vienne s'accaparer d'un pan aussi important de notre patrimoine. Et que, malgré le fait que les Camerounais ont combattu jusqu'en 2008, on se retrouve en 2009 dans une opération de renouvellement. Pire encore, la France décide de faire, à ce moment-là, d'appuyer pour que, non seulement on renouvelle, mais qu'on demande à l'État du Cameroun de prendre en charge une partie des investissements, à la réalité, pour une entreprise privée qui va faire son business, et son business à lui seul. Quand la mafia vous tire, c'est une gravité extraordinaire. Et là, là où je ne suis pas d'accord, c'est dit que la responsabilité est partagée. Il n'y a pas de partage là-dessus. S'il y a partage, c'est entre la mafia de Bolloré et la mafia gouvernementale, pas avec l'État du Cameroun. Parce que quand vous dites l'État du Cameroun, moi qui suis juriste, j'entends État avec ces trois composants. C'est-à-dire que la population, le territoire et le gouvernant, c'est-à-dire l'autorité avec la force publique. Donc l'autre partie qui est la population, je suis concerné, je ne peux pas être concerné avec la mafia. Donc il faut qu'on dise les choses par leur nom. Il s'agit du partage de responsabilité entre la mafia de Bolloré et la mafia gouvernementale aujourd'hui à Yaoundé. Donc, parce que c'est avant Ezeka, nous avons eu les deux autres déraillements, les deux autres crimes qui ont été perpétrés toujours par Bolloré à Eitoudji et au sortir vers Garantie à Yaoundé. C'est-à-dire les deux incidents, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas toujours eu une réparation. Personne n'a, comment on appelle les commissions d'enquête mises en place pour essayer de déterminer la responsabilité n'ont pas rendu leur rapport. Ce n'est pas le rapport des ECA qu'on va avoir, ce n'est pas le rapport du 8 mars qu'on va avoir. Donc Bolloré et son groupe, qui ont pris le contrôle d'une partie de notre pays, et particulièrement de notre rail, sont les seuls responsables de cette opération. Et ceux qui ont renouvelé le contrat de Bolloré, malgré le fait que c'était une entreprise essentiellement criminologique, ceux qui ont renouvelé ce contrat-là, parce qu'ils le savaient, parce qu'il y avait eu des morts avant, il y avait des arguments pour montrer qu'ils ne pouvaient pas continuer sans créer des morts, ils sont aussi co-responsables, dont l'action criminelle, ils en sont les co-responsables de cette affaire-là. Et malheureusement, quand je dis pas... Je dis co-partagé. Oui, co-partagé, donc avec ceux qui ont négocié la renégociation. Monsieur Biya qui a accepté que cela se passe et qui a continué à lui donner les autres contrats de concession sur d'autres chantiers du Cameroun en privatisant ainsi le Cameroun et en soumettant les Camerounais à la mafia qu'il en fait ce qu'il veut, comme dans les plantations et dans toute autre chose. Donc de ce point de vue, je suis extrêmement choqué de savoir qu'aujourd'hui sur ce plateau, en ce 11 mars, je crois 12 mars, on est encore en train de parler des morts de Bolloré. Parce que c'est de ça que je parle. Il fait encore quoi au Cameroun sur notre rail? Si on peut comprendre qu'il y a une autre mafia compliquée sur le port, que là-bas c'est plus compliqué, c'est beaucoup d'argent, au moins sur les rails que nous on traverse, on doit laisser que nous gérons cette affaire-là. Et le dernier élément, passage à nouveau, et autre, passage à niveau, c'est quoi? De quoi il est question aujourd'hui? Le gars, il a la concession des rails depuis plus d'un temps. Qu'est-ce qu'on appelle passage à niveau encore? Était-il, même pour ceux qui voulaient absolument lui donner, parce qu'il les a vus à Paris, il a sûrement donné l'argent sous table et tout, les autres commissions, il aurait pu au moins mettre là dans cette affaire-là que partout où ça doit toucher la route,
qu'on fasse passer la route en dessous ou au-dessus, aussi simple que ça. Et que ce soit à ses frais, non aux frais de l'État du Cameroun. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi aujourd'hui on cohabite encore le rail avec la route au Cameroun? Edmond Kamga, justement sur la question, la presse a vite fait le lien, je le disais tout à l'heure, avec la catastrophe des Zeka. Est-ce que vous pensez que justement les résultats de l'enquête de cette commission qui avait été mise sur pied juste après l'accident des Zeka auraient permis de prévenir? Je rappelle que dans cette commission qui avait été mise sur pied, il y avait entre autres missions assignées proposer des solutions pour éviter la survenance de telles catastrophes à l'avenir. Est-ce que justement l'absence de ces résultats-là peut être un autre facteur qui aurait permis d'en arriver là aujourd'hui à Ely Kidjoua? C'est une très bonne question, effectivement, puisque l'événement des Zeka s'est déroulé au mois d'octobre. Nous sommes au mois de mars, donc il y a eu plusieurs mois. Si le rapport avait été remis dans les délais et que le chef de l'État a pris toutes les dispositions et a pu, à travers le partage des responsabilités ou alors l'établissement des responsabilités, sanctionner ceux qui devaient être sanctionnés et que des mesures soient prises pour que de tels incidents n'arrivent plus, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, effectivement. On n'en serait pas là. Donc il y a ce qu'on appelle l'inertie qui est décriée par le chef de l'État lui-même, mais visiblement, cette inertie est encouragée par... Inertie, incompétence et jouissance. Tout à fait. Donc l'inertie, c'est l'une des responsabilités de ce qui arrive. Donc au-delà de la mafia dont parlait Hilaire Kamga tout à l'heure, il y a l'inertie, les dysfonctionnements qu'on décrit tout le temps, dont le gouvernement décrit tout le temps, mais alors qui continuent toujours. Donc en réalité, je ne suis pas surpris. Mais c'est extrêmement grave. Parce que ce sont les morts, ce sont les vies humaines. Et quelques jours après, il y aura encore un accident de train. Et on va rester là, on va s'asseoir, on va encore débattre. Mais il n'y aura pas de suite. Nous sommes au quatrième accident, il faut le dire, parce qu'après l'accident de Zeka, il y a eu deux autres qui n'ont peut-être pas fait autant de morts, mais médiatisés, mais il y a eu deux autres accidents. Allez-y. Cette culture, Albertine, de vouloir en tirer les affaires en créant systématiquement la commission est tout à fait détestable. Il faut qu'on arrête avec ça. Tout à l'heure, quand Jacques Bima disait qu'il faut trancher, il a raison. Il faut arrêter de jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charge, il y a un contrat de concession. Alors, il y a le concessionnaire qui fait tout et n'importe quoi. Et c'est les vies humaines, c'est les Camerounais qui meurent chaque fois. Et le gouvernement reste dans un silence de carpe. C'est inadmissible. À l'époque d'Aïdjo, on avait un réseau ferroviaire très densifié. Non seulement M. Biya n'a pas pu maintenir ces acquis-là, mais en plus aujourd'hui, on voit qu'on n'a que Camrail, et même les réseaux qui sont desservis ne le sont plus depuis le drame des Zeka. Aujourd'hui, les gens meurent par dizaines, par centaines sur l'axe lourd, dans la Yaoundé par exemple. Donc la solution aurait pu être l'intensification du réseau ferroviaire, ce qui n'est pas le cas. Nous avons les expertises au Cameroun. On peut les solliciter, ça n'est pas fait. Tout à l'heure, quand je dis la responsabilité copartagée entre l'État, non pas les populations, qui elles sont victimes. Ce n'est pas les populations qui sont... Elles sont victimes. Je voulais dire hier que effectivement c'est la mafia gouvernementale. Quand j'appelle l'État, c'est l'État symbolisé par son président, par son chef, évidemment. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous faisons pour empêcher les prédateurs comme Bolloré de continuer à tuer nos frères? C'est ça la véritable question. Bolloré, c'est un businessman. Il est à Cotonou. À Cotonou, il a été chassé récemment au port de Cotonou par le président Talon. Alors, on voit dans le cas de Kribi, du port à nos profond de Kribi, que M. Biya, sans aucune raison rationnelle, lui a concédé le port de Kribi. Alors qu'il n'était même pas dans la shortlist. Donc il y a un problème de gestion, de management gouvernemental qui pose un vrai problème politique pour le Cameroun. Donc il faut stigmatiser la responsabilité première du gouvernement, même si on parle de responsabilité copartagée. Ce n'est pas sérieux. Donc, dans tout ce que vous dites, il y a quand même une responsabilité du gouvernement. Si l'on vous écoute, il y a peut-être qu'il y a Bolloré aujourd'hui, mais ce sera quelqu'un d'autre après. Quelle est la responsabilité de ceux qui participent à la signature de ces contrats de concession? Ils ont quelque chose à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les négociateurs. Les négociateurs et tout ça. Albertine, j'ai dit que je ne parlerai pas de problème de chemin de fer. Tout à fait. J'attends le rapport du chef de l'État. Je fais confiance au chef de l'État. Vous savez, toujours, contrairement à ce que Hilaire a dit que c'est simple. Non, le chemin de fer est très complexe. Mais seulement, il y a quand même des Camerounais capables de gérer ce chemin de fer-là. Parce qu'au temps de la défunte Roger Fécam, on n'a pas eu tant de catastrophes. Ce que je peux seulement dire, c'est que Bolloré, c'est un partenaire important dans certains domaines qu'il maîtrise mieux. Il faudrait peut-être qu'il soit là-bas. Le chemin de fer, je continue à le dire. J'ai des amis en France qui sont choqués.
de savoir que Bolloré gère par exemple le chemin de fer au Cameroun. Les travaux ferroviaires, Bolloré n'a pas une structure de travaux ferroviaires. Il ne maîtrise pas le secteur. Vous savez, ça fait... Vous parlez de mort. Si Trafer a été tué avec des familles, C'est clair. ça fait mal. J'attends depuis. Je subis. Depuis, notre société a disparu. Et je crois que j'attends, je dis, je suis patient. Je fais confiance au chef de l'État, mais ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a non seulement des crimes sur des Camerounais, mais des crimes économiques. Vous imaginez 800 employés qui partent comme ça avec des crédits dans des banques, une société de machin. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème, c'est... Le problème, on a privatisé dans un contexte qui était assez difficile. Les bailleurs de fonds nous ont poussé comme ça. J'espère qu'aujourd'hui, nous pouvons tirer des leçons de cette privatisation. Tout à fait. Et pour l'intérêt de notre pays, le chef de l'État devait prendre des mesures qui s'imposent. Et je sais qu'il va le prendre. Bon, je sais particulièrement qu'il ne peut plus, parce qu'il est en fin de vie, il ne peut plus le faire. Il y a 35 ans, il n'a plus rien fait, il ne peut pas le faire maintenant. Donc la question, c'est plutôt dans l'ouverture à la réalité, c'est-à-dire que qui va le faire, comment ça pourra le faire. Il faut rappeler quand même qu'au-delà, pour corroborer ce que Gérard vient de dire, M. Bolloré a laissé sur le plateau, dans la négociation, ce qui était plus grave, parce que mon cabinet a participé à la gestion de ce dossier, les près de 300 personnes qui ont été abandonnées sur le carreau, dans la négociation, puisque vous avez posé une question sur les négociations, oui. Bolloré a refusé de les prendre dans son portefeuille, c'est-à-dire sur la dimension sociale de la privatisation. Vous parlez un peu de la régie Fercam ? De la régie Fercam. Et pour revenir, et donc jusqu'à aujourd'hui, ces gens attendent près de 45 milliards qui ne sont pas payés. Pour ceux qui sont encore vivants, hein, puisqu'une bonne partie sont décédés. Voilà, sont décédés. Et deuxième élément qu'il faut préciser, je suis de ceux qui recusent aujourd'hui cette logique, ce refus de spécialisation camerounaise. La régie Fercam, lui, il est expert de ce domaine-là mieux que nous autres, mais nous parlons des faits qui nous sont portés. Il faut noter que ce train-là, ce qui appelle régie Fercam plus tard, la construction a été pilotée par un Camerounais. Il s'appelle Doha. Joseph Doha, qui a fini ses études, qui est venu ici, il était le directeur de ce qu'on appelle Trans-Camerounais. Il n'a fait que ça jusqu'à ce qu'il parte. M. Kombida, exactement. Camerounais. Tout à fait. Donc ces gens, ils sont partis arrêter, ils sont là. C'était des Camerounais. Oui. Donc sur ce côté, et Jacques, il a raison. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une expertise extérieure, encore moins celle de la mafia pour pouvoir gérer notre rail. Peut-être qu'on peut l'avoir, même si on parle d'autres domaines plus spécialisés, comme le port. Non, du coup, M. Oyono, paix à son âme, Oyono faisait partie de la délégation qui devait partir combattre M. Bolloré à Paris, qui était avec nous. Oyono, paix à l'ancien directeur et qui a démontré, justement, et c'est pour ça qu'on l'a convoqué aussi à Paris, il a démontré que cette histoire, Bolloré n'avait pas sa raison d'être au port de Douala. Très bien. Donc, on a l'expertise qu'il faut dans tous ces domaines. La solution, c'est que quand le régime de M. Biya s'en va, qu'on puisse comprendre que toutes ces questions-là doivent être mises sur la table. Voilà. Très bien. Nous sommes plus forts que jamais. Le régime de M. Biya doit libérer les Camerounais. Très bien. Ah où il veut, mais qu'il libère les Camerounais. Très bien. On va donc bientôt refermer cette émission. Je l'ai promis aux téléspectateurs. Un mot sur cette rentrée parlementaire prévue donc pour demain. Le Sénat donc et l'Assemblée nationale qui vont donc faire le retour en salle. Edmond Kambia, traditionnellement, c'est une session qui sera consacrée, entre autres, au renouvellement des bureaux de la Chambre haute et de la Chambre basse. Mais l'on annonce quand même certainement quelques enjeux, peut-être un peu qui sortent un peu de l'ordre du jour traditionnel dans cette session. Quels sont les enjeux que vous voyez, par exemple, pour demain à la table des députés? Vous attendez des sujets autres que peut-être ce renouvellement? Non, c'est d'abord le renouvellement du bureau, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Par contre, à travers le renouvellement, il y a un enjeu intéressant. C'est-à-dire que qui sera maintenu ou sera enlevé à la tête du Sénat ou à la tête de l'Assemblée nationale, en rapport ou pas avec la crise anglophone. C'est là où il peut avoir un enjeu. Est-ce que on verra des personnalités, de nouvelles personnalités prendre des positions de pouvoir, notamment des personnalités anglophones, à la tête du Sénat ou à la tête de l'Assemblée nationale? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser par rapport au contexte sociopolitique actuel. Et il faut dire, dans ce sens, s'il y a un changement ou une lueur de changement, cela pourrait impacter
n'est-ce pas, la négociation en cours avec les interlocuteurs actuels du gouvernement par rapport à la question du Nord-Ouest? Il y a qu'au sein du RDPC, on a vu des sénateurs et députés parlementaires faire une sortie justement sur la crise anglophone après la sortie du chef de l'État. Ils ont demandé la libération des personnes interpellées. Est-ce que vous attendez à quelques mouvements au sein de votre parti, à l'Assemblée nationale par exemple? Non, pas du tout. Mais ce que Edmond dit, moi je pense que le problème camerounais, je parle du problème camerounais, hein, c'est pas seulement un problème anglophone, c'est pas au niveau des hommes aujourd'hui. Je pense que ce que moi je m'attendrais par exemple, c'est que très rapidement, que le chef d'État puisse faire, que l'exécutif puisse proposer des textes, apporter des textes, des projets de loi sur la décentralisation, parce qu'il faut qu'on y avance très vite là. Moi, je pense que le problème anglophone aujourd'hui, je dis c'est un problème camerounais, c'est le problème de gouvernance. Il faut renforcer la gouvernance locale très vite. Très bien. Sinon, je ne vois pas une autre porte de sortie. C'est Saint-Germain, on sort rapidement. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les anglophones ont démontré leur attachement à leur pays, le Cameroun. Donc, il ne faut pas penser que les problèmes fondamentaux du Cameroun seront résolus par des questions de nomination d'hommes. S'il ne s'agit pas d'anglophones ou de francophones, il s'agit de vrais problèmes de fond posés par nos compatriotes d'expression anglaise. Vous attendez ces problèmes-là à l'Assemblée nationale? Oui, l'Assemblée nationale. À la rentrée. Moi, je pense qu'il y a un canevas qui est en général le projet de loi. Mais je pense qu'on devrait également prendre de la hauteur et entretenir la culture des propositions de loi. Le SIF, à plusieurs reprises, a fait des propositions de loi qui n'ont jamais été discutées. Une Assemblée nationale, c'est le chantre du débat et des amendements. Or, dans cette majorité obèse, on ne débat plus, on n'amende rien. Or, on devrait légiférer, non pas seulement légiférer, mais faire appliquer la décentralisation, qui est l'un des problèmes qui explique ce soulèvement dans le Nord-Ouest. Il a comme on parle rapidement, me fait signe que c'est fini. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il va falloir aujourd'hui des lois votées par le Parlement RDPC pour la décentralisation. Non, c'est trop tard à la réalité. Dans 2 ans, c'est l'alternance. Et donc, vraiment, il vaut mieux laisser ça au prochain pouvoir. C'est l'année prochaine, 2018, c'est l'année prochaine. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il vaut mieux laisser ça au prochain pouvoir et puis les orangistes y travaillent. Mais quand même, disons que à court terme, des éléments factuels, conjoncturels qui peuvent être attendus, ça peut être quand même que tous les Camerounais sont conscients, pour ceux qui sont encore normaux, parce qu'en fait, il y a encore qui sont tellement imbibés de la logique criminelle qui sont censés être normaux. C'est-à-dire, quand tu vois comment on est en train de torturer un enfant, ils se disent que non, cet enfant-là, c'est normal, vraiment, c'est peut-être un poulet. Bon, mais simplement, ceux qui sont encore normaux doivent penser que cette section, on peut quand même constater que la loi antiterroriste est une loi qui n'est pas compatible avec la démocratie. Ça, c'est une chose, il faut l'amender rapidement. Maintenant, toujours en relation avec la crise anglophone, il faut qu'il y ait une cohérence, qu'on rétablisse la cohérence juridico-politique sur la question. On ne peut pas refuser le débat sur le fédéralisme et l'accepter dans le code pénal. Donc, du coup, le code pénal de M. Kamto et autres, on doit pouvoir l'amender quand même pour enlever, si on ne veut plus entendre parler du fédéralisme, qu'on enlève les dispositions qui, enfin, font allusion. Très bien. On verra donc avec cette session qui s'ouvre demain. Merci à vous d'être venus, Edmond Kamga, Jacques Bima, et à vous, Hilaire Kamga, et à vous, Célestin Djamel. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce dimanche. Bon dimanche à tous.